Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Il y a 80 ans. Aujourd'hui consacrée au village de Vachereauville. Je vous invite à découvrir deux sujets. Le premier sujet est consacré au pont Mulberry, un pont qui a servi au port d'Arromanches lors du 6 juin 1944 pour le débarquement allié en Normandie. Et le deuxième sujet est consacré donc à la déroute allemande suite à la grande avancée qui a lieu en Normandie, la grande poussée vers l'est des Alliés. Nous sommes sortis de Vachereauville et nous voici à proximité du pont Mulberry, qui est une partie du port d'Arromanches, édifié pour le débarquement du 6 juin 1944. Donc il est encore intact, il tient debout. Cet ouvrage d'art a été installé en 1960 pour permettre aux troupeaux de franchir la Meuse et d'améliorer le passage des engins agricoles des agriculteurs de Vachereauville. Alors comme vous en apercevez maintenant, c'est devenu pratiquement une zone de loisirs du moment qu'il fasse beau. Alors on peut dire que Vachereauville, qui a connu donc des sévices pendant la bataille de Verdun en 1916, pratiquement détruit, peut se targuer d'obtenir maintenant un ouvrage d'art qui a participé au débarquement du 6 juin 1944 à Arromanches. Nous sommes le 21 juillet 1944. Un véhicule pénètre dans Vachereauville, suit la rue principale et va se diriger vers le chemin qui est face à moi. Et ceci sera rapporté un peu plus tard par un habitant de cette maison qui se trouve derrière moi. À l'intérieur de ce véhicule officiel donc, se trouve le général Karl Heinrich von Stülpnagel qui commande toutes les troupes d'occupation en France depuis le 13 février 1942, où il a remplacé son cousin à ce poste, Otto von Stülpnagel, appelé à d'autres fonctions. Ce général participe donc à la Première Guerre mondiale, où il se trouve capitaine donc, dans un régiment du côté de Verdun, où il sera blessé d'ailleurs dans le secteur de Vachereauville. Et sa carrière continue, puisque en 1925 il est nommé commandant, en 1930 lieutenant-colonel et colonel en 1932, général-major en 1935, général-lieutenant en 1937. De 1936 à 1938, il commande la 30e division d'infanterie à Lübeck. Ensuite, ça va être un peu la catastrophe politique. Nous sommes en 1938 et là, il va prendre conscience du danger qui est en train de produire Hitler. Après l'Anschluss, donc l'annexion de l'Autriche, son horizon d'Hitler, c'est de conquérir toutes les Sudètes, la Bohême, la Tchécoslovaquie, chose qu'il fera en 1939. Et c'est en 1939 qu'il se dit qu'il faut arrêter ce fou furieux. On va vers la catastrophe, on va vers une deuxième guerre mondiale, que lui ne veut pas du tout, y compris certains généraux, et y compris un grand amiral qui sera exécuté aussi le 9 avril 1945, l'amiral Canaris, qui dans l'ombre retarde du mieux qu'il peut, avec de faux renseignements, le développement de la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi est-il convoqué à Berlin? Tout simplement parce que Karl-Heinrich von Stülpnagel est le principal instigateur de l'attentat contre Hitler qui a eu lieu la veille dans le Wolfschanze, la tanière du loup, en Prusse orientale. Pour rappel, c'est le colonel Standartführer Stauffenberg qui a posé la bombe contre le pied d'une table dans un bunker. Malheureusement, un officier gêné par la sacoche qui contenait la bombe, déplace celle-ci du mauvais côté du pilier de la table
La bombe explose à 12h45. Stauffenberg est déjà reparti sur Berlin avec son aide de camp et il annonce que sa mission est réussie. Certains officiers le croient, d'autres non. Il va y avoir des doutes quant à la mort du Führer. Ces doutes vont durer une bonne partie de la fin d'après-midi et de la soirée. Finalement, le Führer échappe par miracle à la mort. Stauffenberg sera fusillé le soir même, d'ailleurs, avec 3 de ses camarades, et une enquête va être ouverte. Il s'avère qu'elle débouche très rapidement sur le rôle qu'a exercé le général Karl-Heinrich von Stülpnagel dans cet attentat, car il en est le principal instigateur. Il croit à la mort du Führer. Il prend déjà contact avec le général Feldmarschall von Kluge, qui remplace Rommel depuis le 17 juillet, Rommel blessé lors de sa liaison à Berlin par un mitraillage d'avions alliés sur son petit convoi. Von Kluge refute l'idée que le Führer soit mort et refuse de rejoindre la conjuration. Erich von Stülpnagel, finalement, décide de passer outre. Il fait arrêter 1200 SS dans la région parisienne, officiers, subalternes, officiers supérieurs et général compris. Malheureusement, la mauvaise nouvelle qui l'attendait plus arrive. Le Führer est bien vivant. Il fait finalement libérer les prisonniers qu'il avait déjà internés. Günther von Kluge le démet de sa fonction et l'invite à s'enfuir avec quelques acolytes. Seulement lui, soldat, il refuse de s'enfuir et il veut assumer jusqu'au bout son rôle. Il reçoit une convocation le lendemain pour se rendre à Berlin. Il sait ce qui l'attend. Il prend la route de Paris et en arrivant sur Verdun, dit à son conducteur « Allons vers Vacherouville ». Donc il se détourne de l'itinéraire prévu finalement. À Vacherouville, il faut savoir qu'il y a combattu pendant la Grande Guerre. Il connaît très bien les lieux. Il s'engage alors, après avoir franchi la rue principale, dans un chemin. Il fera arrêter son véhicule au bout du chemin et finalement dira à son conducteur de l'attendre, qu'il va faire quelques pas pour évacuer un peu ce qui le mine déjà. Et le chemin qu'il suit est le suivant, une partie finalement dans les champs pour rejoindre ici le canal de la Meuse. Alors il fait quelques pas, il marche, il essaye d'évacuer, car il a l'esprit vraiment affecté par ce qui va suivre, et il prend la décision importante de se suicider. Alors, il s'arrête au bout de quelques dizaines de mètres, disons, de balade, qui devrait être la dernière, et finalement, il va sortir son arme, il se met au bord du canal, il se tire une balle dans la tempe et il plonge. Cette détonation est entendue par son conducteur qui se trouve à 150 mètres de là en gros. Le conducteur affolé sort très rapidement de son véhicule, vient voir ce qui se passe et il trouve son général là, dans l'eau.
en train de se noyer. Il le sauve de la noyade, le retire tant bien que mal, s'aperçoit qu'il est grièvement blessé à la tête et très rapidement le ramène au véhicule. Une fois qu'il est dans le véhicule, il n'a qu'une chose en tête, sauver son général. Alors il retourne à Verdun, à l'hôpital militaire allemand, où il le dépose. Cet hôpital militaire allemand n'est autre finalement que le collège Buvigné actuel. Les médecins, les chirurgiens vont s'attarder sur sa blessure. Ils vont réussir à le sauver in extremis. Seulement, il sera aveugle à l'issue de l'opération. Karl-Heinrich von Stumpnagel reprend ses esprits, essaye de se ressourcer, et puis finalement, la Gestapo vient l'arrêter. Et il le transfère à Berlin, où il va séjourner dans la prison de Platzensee, une prison très dure, où sévissent beaucoup de traîtres, justement, à la patrie allemande, et où les sentences, donc, sont prononcées pratiquement tous les jours avec la peine de mort. Alors, il passe devant le tribunal du peuple, à sa tête un fou furieux qui va le condamner à mort, le 30 août 1944. Le jour même, il va être exécuté. Il est extrait de sa cellule, il est amené par la main dans la salle des suppliciés, où il va être pendu à un croc de boucher. Il va agoniser et il va perdre la vie. Ainsi termine donc la vie du, disons, grand général finalement, Karl-Heinrich von Stumpnagel, car il voulait sauver la Grande Allemagne de la destruction dans laquelle se dirigeait Hitler. Alors, sa dépouille va être transférée à l'université d'anatomie à Berlin, où son corps va être disséqué pour servir dans le domaine médical et à la science. Plus tard, les restes de son corps seront inhumés au cimetière principal, donc au Friedhof, pratiquement à côté de la tombe de ses parents, contre le mur 402B, où il sera voisin du grand philosophe allemand Schopenhauer. J'ai rencontré par bonheur la belle-fille du témoin qui habitait cette maison. Elle a corroboré le témoignage que je viens de vous dire. En effet, ça s'est passé en gros à 300 mètres de cette maison en bordure du canal latéral de la Meuse. Il serait inconcevable de terminer l'émission sans revenir sur le champ de bataille de Verdun. Nous sommes ici à proximité de l'ossuaire, lieu emblématique de la bataille de Verdun, où reposent quelques 100 000 soldats français et quelques 30 000 soldats allemands. Le 13 juin 1940, Verdun voit arriver la horde de la Wehrmacht occuper ces lieux. Ils viennent se poser ici, sur le fort de Douaumont, sur le fort de Vaux, mais en respect par rapport aux combattants de 14-18. À la Libération, les Américains, arrivant sur Verdun, font la même chose. Ils viennent se recueillir sur les différents sites historiques, dont l'ossuaire, et ils découvrent aussi, un peu plus loin, sur le monument israélite, des planches bien installées pour recouvrir le nom des soldats juifs tués pendant la bataille de Verdun.
C'est ainsi que se termine l'émission Il y a 80 ans sur le secteur de Verdun. Au revoir chers amis, à bientôt.